Vendredi 27 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement en version française. À la une de l'actualité de ce jour, tous les produits suspectés d'avoir causé des intoxications dans plusieurs régions du pays ont déjà été saisis et analysés selon les explications apportées par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce hier lors de son intervention sur la télévision nationale malagasy. Ces différents cas d'intoxication alimentaire ne peuvent pas être systématiquement liés entre eux. Le ministère renforcera également les contrôles au niveau des circuits de distribution. Reportage sur les images de Zara Gensu. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a réitéré hier lors de son intervention sur la télévision nationale malagasy que tous les produits suspectés d'être à l'origine des intoxications alimentaires dans plusieurs régions du pays ont déjà été saisis et soumis à des analyses. Le ministre a précisé que son département travaille en collaboration avec le ministère de la Santé publique pour connaître la source de ces cas d'intoxication alimentaire. Le contrôle des produits importés et consommés à Madagascar relève toujours des attributions du ministère du Commerce et ce contrôle a déjà été renforcé. Le ministre a ajouté que des analyses seront également effectuées sur les produits distribués au niveau de chaque circuit de distribution à travers le pays, comme les huiles vendues au détail. Par ailleurs, le ministre a démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'interdiction de consommation de l'huile de marque INA. Selon lui, ces huiles sont produites localement, mais les matières premières qui sont importées sont soumises à des analyses. Ainsi, de leur débarquement jusqu'à la production, elles subissent les contrôles appropriés, souligne le ministre de l'Industrialisation et du Commerce hier. Le ministère exhorte la population malagasy à rester vigilante concernant les produits alimentaires consommés au quotidien. Le ministre a également souligné que l'État déploie déjà des efforts dans le contrôle et la protection des consommateurs. Et justement, les personnes qui diffusent des rumeurs selon lesquelles une huile dont la consommation est susceptible d'être mortelle circule sur le marché et qui vont jusqu'à citer l'entreprise productrice devraient disposer de preuves concrètes et vérifiables selon l'entrepreneur concerné basé à Tuamasin. D'après les explications recueillies par les journalistes sur place, de telles accusations portent atteinte aux entreprises malagasy et dénigrent les produits locaux. Reportage de Jean-Claude Indjamelal. L'entreprise productrice d'huile alimentaire à Tuamasin n'a aucun intérêt à empoisonner ses compatriotes, selon son responsable. Cela fait longtemps qu'ils approvisionnent le marché intérieur et ils n'ont jamais reçu de plainte. En effet, une collaboration permanente entre le ministère chargé des inspections sanitaires est en place avant la mise en vente de leurs produits. Le ministère est très strict sur le respect des normes sanitaires et impose des étapes incontournables avant la production, selon toujours les explications. De plus, les commerçants à travers toute l'île, qu'ils soient grossistes, détaillants, n'ont jamais émis des critiques sur cette huile. Toujours selon eux, propager de telles rumeurs revient détruire délibérément les entreprises malagasy. Les responsables de l'entreprise appellent les citoyens malagasy à garder leur calme et à ne pas croire à ces fausses informations. Il insiste sur le fait que ces rumeurs peuvent avoir des conséquences graves, notamment de faire disparaître une entreprise, de nuire à l'image de Madagascar à l'étranger et d'entraîner des pertes d'emplois. Ils exhortent donc chacun à faire preuve de vigilance quant aux informations qu'ils partagent. Dans un tout autre sujet, le ministère des Forces armées a reçu 2 délégations étrangères aujourd'hui. La première était composée du chef d'état-major adjoint des Forces armées égyptiennes, représentant également le ministre de la Défense de la République arabe d'Égypte. La deuxième délégation comprenait le ministre d'État indien à la Défense, représentant le ministre indien de la Défense. L'Égypte et l'Inde ont été invités spécialement à la célébration de la fête nationale hier. Reportage signé Mirvoulat Sferen et Bras Denilson. Le général de division Galal Ali Abdelrazek Ali, chef d'état-major adjoint des forces armées égyptiennes et représentant du ministre de la Défense égyptien, a effectué ce jour une visite de courtoisie auprès du ministre des forces armées, général Saïvel Alamoun Delphin Ampaïbé. Cette visite militaire vient renforcer la coopération déjà ancienne entre les forces armées malgaches et égyptiennes.
Elle témoigne de l'unité et de l'échange entre Madagascar et l'Égypte dans des domaines comme la formation militaire, le partage d'expériences, l'équipement militaire, Madagascar bénéficiant ainsi du savoir-faire d'une armée égyptienne dotée d'une industrie de défense parmi les plus puissantes du continent. Cette collaboration sera officialisée à travers la signature prochaine d'un protocole d'accord au MOU entre les deux pays. Par ailleurs, Sanjay Seth, ministre d'État indien à la Défense, représentant du ministre de la Défense de l'Inde, a également effectué une visite officielle ce matin au ministère de la Défense nationale à Mbaïbé. Selon le ministre des Forces armées malagasy, le général Saïvelala Moussa Delphin, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la diplomatie militaire. Elle vise à faciliter les échanges d'expériences, les formations et à poursuivre les relations stratégiques entre des pays amis tels que l'Inde. En plus de la France et de la Chine, l'Égypte et l'Inde comptent aussi parmi les pays ayant répondu favorablement à l'invitation de Madagascar pour assister à la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création de l'armée nationale malgache. Page politique pour continuer ce journal. Les habitants de la commune de Békoupak à Région-Mélec refusent l'inversion des résultats de l'élection municipale et ont organisé une manifestation aujourd'hui. En effet, selon la décision rendue par le Conseil d'État le 25 juin dernier, c'est finalement le candidat indépendant qui a été déclaré maire élu de la localité. Pourtant, c'est le candidat de la plateforme Irmar qui avait initialement remporté l'élection et avait déjà pris ses fonctions. Les habitants lancent ainsi un appel pour qu'une attention particulière soit portée sur cette affaire. Anienne Martina nous en dit plus. Lors des dernières élections municipales, Mianjezouk Franklin, candidat de la plateforme Irmar, avait obtenu une majorité relative avec 43,33% des voix dans la commune de Békoupak, district d'Antsalouvre, région Mélec, selon les résultats provisoires publiés par la CENI. Il avait été confirmé vainqueur par le tribunal administratif de Mahajang et avait des... Page économique de ce soir, l'initiative de l'EDBM en matière de digitalisation a porté ses fruits et a largement contribué à dynamiser le secteur de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises à Madagascar selon les explications. En seulement 4 ans, les démarches administratives liées à la création d'entreprises sont devenues beaucoup plus rapides. Ainsi, l'utilisation des technologies numériques intégrées via le guichet unique se poursuit, même si le projet qui a permis sa mise en place arrive à son terme cette année. Aniana Martina, C'est à la suite de la période difficile liée à la pandémie de Covid-19 en 2021 que le DBM, l'organisme public en charge de la promotion de l'entrepreneuriat à Madagascar, a lancé le projet précis axé sur l'adoption de technologies numériques via le guichet unique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans le pays et a fortement contribué à l'essor de la création d'entreprises, selon les explications. Les résultats de cette digitalisation sont concrets. Elle a permis d'accélérer le traitement de tous les dossiers nécessaires à la création d'entreprises, tout en réduisant considérablement les coûts. Le programme précis qui a favorisé la digitalisation au sein de l'ODBM a duré 4 ans et prendra fin cette année. Cependant, l'utilisation des technologies numériques via le guichet unique continuera. Ce projet précis a été financé par l'Union européenne à hauteur d'1 million d'euros. Revenons sur la célébration de la fête nationale hier. La célébration justement de la fête nationale a battu son plein dans la commune d'Alakamis, Fénorive hier. Ce qui a particulièrement marqué l'événement, c'est la fameuse course de caisse à savon, une tradition qui fait la renommée de la commune. La population a fêté dans le respect strict des consignes et aucun incident n'a été enregistré. Reportage signé Angela Mireille. La commune d'Alakamis-Fénorive n'a pas pris à la légère la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création de l'armée malgache. Les festivités ont débuté le 24 juin et ont rassemblé une foule nombreuse, notamment grâce à la traditionnelle course de caisse à savon qui a réuni des centaines de participants. La célébration de la fête nationale qui a duré 3 jours s'est déroulée dans une ambiance festive. La population a bien respecté les consignes et il n'y a eu ni accident ni trouble. Comme chaque année, un défilé s'est tenu hier 26 juin. La célébration de la fête nationale a été une occasion pour les habitants d'Alakamis-Fénorive de démontrer leur solidarité et l'esprit de fraternité malgache.
Toujours dans cette page sociale, le président du Sénat, le général Richard Ravalman, accompagné de son épouse et de sa famille, a offert des dons aux personnes âgées et aux enfants à Boumangarouva, dans le district d'Antananarivo-Varadjan hier, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance du pays. Comme chaque année, des distributions ont également été organisées en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans et des enfants défavorisés, comprenant du riz, de la viande et des aides spécifiques. Les enseignants ayant obtenu de bons résultats grâce à leur engagement dans la transmission du savoir ont également été récompensés et félicités. En effet, à l'école primaire publique Rakutumanan, le taux de réussite à l'examen du CEPE a atteint 100%. Les enfants et élèves ayant réussi leur examen ont également reçu des primes en espèces et des cadeaux pour les motiver. Il est à noter que la famille du président du Sénat avait déjà apporté un soutien matériel et des fournitures scolaires avant les examens. La cérémonie s'est clôturée par des feux d'artifice et une ambiance festive. Les habitants d'Amangarouv ont exprimé leur reconnaissance, affirmant que le général Ravalman Narichar reste une personnalité de grande valeur, toujours attachée à sa terre natale. Sa famille participe également activement aux actions sociales, comme l'organisation du Tsena Bentakal, une grande foire d'échange organisée chaque année par la commune. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. La bande de Gaza a vécu hier jeudi une nouvelle journée meurtrière avec 65 personnes tuées par l'armée israélienne. Selon les secours, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dénonce un génocide. France 24. Toujours les mêmes sirènes, les mêmes scènes de chaos, la même détresse et toujours plus de morts. Cette femme vient d'apprendre le décès de son fils, victime d'une frappe israélienne sur le marché de Der el-Bala. Il était parti chercher de la farine et j'ai un autre fils. Il s'appelle Ashraf Abou Awaili. Amenez-le-moi. Amenez-moi mes enfants. Les jours passent et les attaques se suivent et se répètent. Ici, dans la ville de Gaza, c'est une école qui a été prise pour cible jeudi soir. Plusieurs membres d'une famille qui avait trouvé refuge ont été tués. Une famille entière a été rayée du registre d'état civil. C'est comme un cauchemar dont nous ne pouvons pas nous réveiller. Comment un cœur peut-il supporter une telle douleur, en plus de la faim et de l'humiliation? Nos enfants veulent simplement de la nourriture et de l'eau. Même des blocs de glace seraient émus par tant de souffrance. Les distributions d'aide humanitaire, pourtant vitales, sont devenues synonymes de mort. Encore plusieurs personnes ont été tuées en venant chercher des vivres jeudi. D'autres ont été blessés, pris en charge tant bien que mal par des hôpitaux exsangues. Nous espérons que l'Organisation mondiale de la santé et les institutions internationales poursuivront leurs efforts et continueront d'apporter leur aide, compte tenu du nombre considérable de blessés que nous recevons chaque jour au service des urgences et d'accueil du complexe Nasser. L'OMS a annoncé avoir effectué mercredi à Gaza sa première livraison de fournitures médicales depuis le 2 mars, date du blocus total imposé par Israël dans l'enclave. Les fournitures seront distribuées aux hôpitaux prioritaires dans les prochains jours, selon le directeur de l'organisation. Et la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer aujourd'hui, vendredi, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo qui a fait des milliers de morts. Le point, toujours avec France 24. C'est un conflit de longue date qui a connu une résurgence spectaculaire ces derniers mois. La prise de Goma, la capitale de la région, par le M23, ce groupe rebelle soutenu en sous-main par le Rwanda, a forcé le déplacement de millions de Congolais. Vous savez, les gens ici ont traversé des décennies de traumatisme. Et bien sûr, les derniers mois ont été particulièrement horribles pour tant de personnes. Plus de 20 millions de personnes déplacées dans le besoin. Et ils sont désespérés de voir ce conflit se terminer. Les racines des affrontements sont complexes. La région des Grands Lacs est notamment particulièrement convoitée pour son sous-sol riche en ressources naturelles. Kinshasa et l'ONU accusant Kigali d'utiliser ce conflit comme moyen de piller les minerais congolais. Un rapport de décembre dernier indiquait qu'environ 120 tonnes de coltan étaient envoyées par le M23 au Rwanda tous les mois. 3 à 4 000 soldats rwandais seraient aussi présents en RDC. Kigali a toujours nié ces accusations, tout en reprochant à son tour à la RDC ses liens avec d'anciens génocidaires qui se sont réfugiés sur son territoire.
Cette fois-ci, les Américains espèrent pouvoir mettre un terme à ces exactions et affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts depuis la nouvelle offensive du M23 en 2022 dans la région. Mais cet accord de paix est loin d'être le premier. Pour l'heure, aucun n'est jamais parvenu à faire taire les armes pour de bon. Toujours dans le reste de l'actualité internationale, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et l'ex-présentatrice Lauren Sanchez doivent se dire oui aujourd'hui à Venise, alors que la cité des Doges est toujours divisée quant à l'impact qu'aura ce mariage XXL sur l'image de la ville déjà bandée de touristes. France 24. C'est un mariage inhabituel qui se déroule place Saint-Marc. Les mariés sont masqués et enchaînés par des personnes qui représentent les gouvernements et les milieux d'affaires. Autour d'eux, une multitude de pancartes où l'on peut lire « Avec l'argent de ce mariage, on pourrait reconstruire Gaza ». Un super riche arrive avec une flotte de jets privés, indifférent à la crise climatique que nous traversons, loue à sa guise une ville comme Venise. Très vite, la manifestation tourne court. Les activistes sont évacués, manu militari. Le mariage auquel il faisait référence, c'est évidemment celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Un mariage dont les chiffres donnent le tournis. 3 jours de fête pour un coût astronomique de 10 millions de dollars. 200 personnalités triées sur le volet, de Mick Jagger à Elton John en passant par Kim Kardashian ou encore Ivanka Trump, la fille du président américain. Pour ce beau monde, pas moins de 95 jets privés ont demandé la permission d'atterrir à l'aéroport Marco Polo. 9 yachts sont aussi de la partie, dont le super yacht de Jeff Bezos. La quasi-totalité des bateaux-taxis de la ville a également été réquisitionnée pour les invités. Une exubérance qui divise, car au final, les Vénitiens sont habitués aux événements fastueux et ils n'oublient pas qu'ils vivent du tourisme de luxe. La chose est importante parce que de toute façon, il y a toujours du mouvement. Cela amène des gens, cela amène de l'argent. L'économie bouge avec ce mariage. Jamais, comme Jeff Bezos, personne n'a eu cet orgueil, cette arrogance de considérer toute la ville de Venise comme sa propriété personnelle. Le profil politique du multimilliardaire ne joue pas en sa faveur. Soutien de Donald Trump, patron d'Amazon, entreprise critiquée pour ses conditions de travail et son impact environnemental, Jeff Bezos a réussi à calmer les esprits. Avec de l'argent, bien sûr. Il a versé 1 million de dollars à une association de protection de la lagune, ce qui représente pour lui environ 1 minute de travail. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite du programme de ce soir. Vous allez suivre l'émission spéciale sur la fête nationale. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.